La CSRD, le bilan extra-financier au menu de notre débat. Je vous présente mes invités Maj Loïs Carreras, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directrice générale adjointe de la VARAP. Et Anne Aubert, bonjour, associée dans le cabinet Figure. Allez, quelques mots de présentation pour démarrer. La VARAP, on peut dire quoi? Pionnier de l'inclusion, par exemple? Pionnier, je ne sais pas, on aime bien dire à jamais les pionniers. Mais en tout cas, la VARAP, c'est un projet exclusivement social, dans une modalité complètement économique. Ce en quoi on croit, c'est que chacun doit pouvoir jouer son rôle dans la société. Et pour ça, deux piliers qui ont depuis 30 ans poussé l'histoire de la VARAP. Le premier, nul n'est a priori inemployable. On lutte contre le fait qu'il y a des inégalités aujourd'hui, réelles ou ressenties, qui fait que des personnes pensent qu'ils n'ont pas le droit et qu'ils doivent être dans une société d'à côté. Et donc, on essaye avec tout le monde, on les prend là où elles sont dans leur vie, dans leur parcours. Et pour faire cette progression sociale, on monte des entreprises. On pense que l'entreprise est et doit rester un lieu de progression sociale. On emploie, on forme, on gagne, on est dans une relation sociale et humaine, on a un salaire et que tout ça permet à la personne de se mettre en autonomie et en action. Et donc on a créé des entreprises dans différents métiers, éco-construction, environnement, métiers RH et santé, 10 000 personnes employées et formées chaque année, 90 millions d'euros de chiffre d'affaires, moins de 8% de financement public, un modèle économique pour permettre l'insertion et la progression des personnes. Et donc ces chiffres-là, ça vous place dans la catégorie bientôt concernée par la directive européenne CSRD. Exactement, on est un petit gros ou un gros petit, et donc on est bientôt effectivement concerné à partir de 2026 dans les obligations de CSRD. C'est exactement ça. Présentez-nous le cabinet Figure, Anne Aubert. Alors, nous avons la chance de travailler avec la VARAP. Nous sommes un cabinet de conseil, audit et expertise comptable créé en 2021, et nous avons intégré dès la création du cabinet les enjeux de transition socio-écologique au cœur de notre modèle et de nos offres. Nous accompagnons nos clients sur la vision de la performance globale de l'entreprise, donc naturellement sur la partie économique, mais également sur la partie environnementale et sociale. Et donc, à ce titre, la directive CSRD est au cœur de notre actualité. Vous accompagnez la VARAP depuis 2022, c'est ça? C'est ça. Mission CSRD dès le début ou alors ça fait quelques mois que vous y êtes Alors non, attelé. Au départ, on a été sollicité pour travailler à l'harmonisation des indicateurs extra-financiers et essayer de rationaliser tout ça pour essayer de donner du sens par rapport à l'engagement social de la VARAP. Et petit à petit, la directive CSRD est arrivée. C'est vrai que chez Figure, on s'est lancé dans ce sujet de la transition socio-écologique avant que la CSRD soit là. Et maintenant, voilà, la CSRD nous apporte un cadre en fait normatif qui nous permet aussi d'avoir de la comparabilité entre les entreprises. Oui, évidemment, on y reviendra là-dessus. Vous la percevez comment, cette directive européenne? Soyons très honnêtes. D'abord comme une contrainte, puis comme une opportunité. Vous en êtes où face à ces deux perceptions un peu antinomiques, quoi? Forcément, la première réaction, c'est se dire une de plus, un cadre complexe d'extérieur, un cadre lourd, et des fois qu'on peut penser un peu loin de la réalité d'une entreprise, et encore plus quand on est une ETI comme nous ou une PME. Après, nous, le choix qu'on a fait très vite, et d'ailleurs ça qu'on y est depuis 2022, alors que l'obligation elle est en 2026, c'est de se dire, en fait, ça arrive, donc la question c'est soit on le subit, soit on en fait une opportunité pour nous. On avait des enjeux existants, harmonisation de la manière de valoriser notre impact social et environnemental en interne avec nos parties prenantes. Et donc ce cadre-là nous donne un outil pour y travailler et pour mettre un peu plus tout le monde d'accord aussi. Et puis on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut en retirer d'autre et comment on l'utilise dans notre stratégie et même commercialement. Alors justement, quel bénéfice vous commencez déjà à avoir de cette directive et de ce bilan extra-financier? Je pense qu'en interne, ça nous a réalignés. C'était quelque chose dont on avait besoin. En étant entreprise d'insertion, en étant sur ces sujets d'impact avec beaucoup de parties prenantes, on mesure beaucoup de choses pour nous et dans le cadre des demandes de nos parties prenantes. On en est arrivé à un point où on mesurait trop de choses de manière trop peu uniforme. Et c'était la première mission, comme le rappelait Anne, avec Figures. Et à un moment donné, Figures est arrivé à un tableau avec 900 indicateurs. Et ils nous ont interpellés. On a dit, on va arrêter là. On va faire une pause. Ils avaient raison. Et en fait, on calculait trop de choses, parfois de manière similaire, pas de manière pas uniforme. Donc il y avait besoin de renormer et puis de reprendre du recul. C'est quoi les 10 indicateurs stratégiques? Voilà, qu'est-ce qui est le plus important, parle de ce que je fais. Voilà. Comment moi, quand je prends une décision au niveau de ma gouvernance, dans la stratégie de l'entreprise, je sais que je suis bien alignée sur mon projet social. Et donc la CSRD donne un cadre normatif qu'on peut aussi partager plus facilement parce qu'il va s'imposer à tout le monde, à nos clients,
à nos parties prenantes investisseurs. Et donc, on va parler le même langage. Anne Aubert Figures propose une cartographie des bénéfices potentiels de la CSRD. Alors, je suis sûr qu'il y a beaucoup de téléspectateurs, téléspectatrices qui nous regardent, qui disent « Oula, super, je veux bien la voir, cette cartographie. » En quoi ça consiste? Alors, en fait, sur la base de notre expérience d'accompagnement de la CSRD chez différents clients, dans différents secteurs d'activité, on s'est rendu compte, en fait, que quand même, il y a un certain nombre de bénéfices à retirer de la mise en place de cette CSRD. Il est d'abord évident que la structuration de la méthodologie de projet va permettre de faire émerger ce qui est le plus important. Et donc l'angle stratégique de connecter ces sujets environnementaux et sociaux, comme le disait Maj, à la stratégie d'entreprise est le premier bénéfice, selon nous, en fait, qu'il ne faut surtout pas rater. Voilà l'angle transformatif de la CSRD et la connexion à la raison d'être. Après, on a tout un tas d'autres bénéfices qu'on développe dans cette cartographie et qu'on partage volontiers en début de mission, surtout aussi pour connecter le client à qu'est-ce qu'il a envie de faire de ce projet. Oui. Voilà. Et dans la panoplie. Oui, c'est aussi un moment où on réfléchit au rôle, je vais dire un gros mot, politique d'une entreprise, quoi, sociale sûrement, mais sociétale et peut-être même aussi politique. Absolument. Et la CSRD, d'ailleurs, est un sujet de direction générale, en fait. Nous sommes sollicités par la direction générale en entreprise. On a un vrai sujet de stratégie long terme, renforcer la pérennité de l'entreprise qu'il ne faut pas rater. Bien sûr, il y a d'autres bénéfices connexes, comme travailler l'attractivité pour les collaborateurs, vraiment le sens de l'entreprise à l'emploi. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui compte énormément sur les recrutements. On a un sujet de dialogue avec les parties prenantes aussi qui est imposé par la méthodologie de la CSRD. Donc en fait, on va ancrer un dialogue avec les clients, les fournisseurs, les institutions réglementaires, les fédérations, pour essayer de travailler ce sujet. Ça, je trouve ça vraiment intéressant parce que et je pense on essaye d'en sortir. Enfin, il y a beaucoup de groupes qui essayent d'en sortir. Il y a eu une période où finalement ces enjeux environnementaux, sociétaux, l'entreprise, la grande entreprise, elle les imposait souvent à ses parties prenantes. Là, vous parlez de dialogue. Oui. C'est pas la même chose. Tout à fait. Oui. Alors là, l'objectif, c'est vraiment de prendre le temps avec et les plus petites entreprises, comme vous le soulignez, de dialoguer avec elles pour comprendre, en fait, quand elles s'adressent à l'entreprise concernée par cette obligation, quels vont être les sujets qui vont compter selon eux, pour eux, à leurs yeux. Voilà, pour qu'on s'assure, en fait, que quand on va parler de la durabilité au sein de l'entreprise et dans ce rapport de durabilité, on va éclairer les attentes des parties prenantes. Voilà. Et d'ailleurs, l'auditeur de durabilité sera très attentif à ce sujet. Est-ce qu'on répond aux attentes des parties prenantes internes et externes? Oui. Quelles ressources humaines, quelles ressources techniques ça suppose de mobiliser quand on se lance dans la préparation de ce bilan extra-financier? Je pense que c'est ça un des grands défis pour une ETI, une PME particulièrement. On n'est pas outillé comme des grands groupes en termes de ressources internes et de capacité financière à aller chercher de l'aide en externe. Nous, il y a deux choses. Je dirais que comme Anne, c'est porté par la direction générale de l'entreprise. On est en train de parler du fait que le rapport de durabilité va remplacer le rapport de gestion du président en assemblée générale. Ça, si c'est pas porté par la direction générale, c'est pas possible. On est dans le stratégique, quoi. On est dans le pur stratégique. Donc c'est un point. Il faut aussi pouvoir être en capacité de mobiliser en interne les bonnes personnes et ça concerne tous les services, la comptabilité, les moyens généraux et les opérationnels. Donc il faut que ça soit porté au bon niveau aussi pour importer. Donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième, c'est qu'on ne sait pas faire tout seul en interne. Comprendre la réglementation. On en parlait en introduction, le dossier de 800 pages, il est illisible pour une entreprise de manière pragmatique. Et puis aussi avoir les bons outils. Donc nous, on a fait le choix d'être accompagnés par Figures. Dans cet accompagnement, je pense que ce qui a fait qu'on a choisi Figures, c'est que nous, on avait besoin de quelqu'un qui allait être pragmatique. On ne fait pas ça pour la beauté du geste, on ne fait pas ça pour être le meilleur élève. On fait ça parce qu'il y a une obligation qui arrive et qu'on veut le tourner à notre avantage, mais on veut pouvoir se dire... Et dans le travail qu'on fait avec et c'est vraiment ça, je pense, qui est important quand on a travaillé avec Figures, c'est que parfois, ça va reprendre un moment de recul et de pause. Attends, là, dans la direction qu'on prend, est-ce qu'on est en train de faire ça parce que... Est-ce que c'est essentiel dans ce que nous, ça nous apporte ? Est-ce que c'est obligatoire ? C'est obligatoire, oui, la question ne se pose pas. Si ça ne l'est pas, est-ce que c'est essentiel ? Est-ce qu'on en a besoin ? Est-ce que ça nous sert ? Vous dites, on ne fait pas ça pour être les meilleurs élèves, mais c'est quand même un outil de comparaison.
Ça, c'est pas inintéressant pour une entreprise ou pour un groupe. C'est un outil de comparaison et nous, ce qui nous intéresse, c'est que d'une certaine manière, en tant qu'entreprise d'insertion faisant de l'impact social depuis 30 ans, c'est la première fois qu'on va l'assumer de cette manière-là. On a toujours été convaincus à la VARAP qu'il fallait d'abord qu'on soit des spécialistes de nos métiers, des experts de nos métiers, et qu'on allait se vendre auprès de nos clients comme ça, et que d'une certaine manière, notre projet social, c'était notre tambouille interne, si je puis me permettre, et que c'était à nous de le régler. C'était ce pourquoi on existait, mais qu'on n'avait pas besoin de l'extérioriser dans les relations commerciales ou dans un certain nombre de reporting. Aujourd'hui, ça change la donne. On voit bien que la question de l'inclusion, elle est beaucoup plus partagée. À la fois, c'est quelque chose d'important dans le choix de ses fournisseurs, c'est important pour les salariés, c'est important pour la société civile. Et donc, on peut faire d'une certaine manière un peu notre coming out et l'assumer beaucoup plus en amont, dès la relation commerciale, et dire en fait, vous allez devoir vous reporter, ça vous importe d'avoir un impact. Ben, regardez, nous, on vous apporte des choses concrètes, des solutions concrètes dans la relation fournisseur ou dans la relation partenariale. Anne Aubert, pour les PME cotées, le premier reporting, ce sera l'année d'après, hein, c'est 2027. J'imagine qu'il y en a certaines qui n'ont pas forcément de direction RSE et pour lesquelles la montagne semble encore plus élevée. Vous voyez ce que je veux dire ? Tout à fait. C'est là où nous, on a un positionnement très clair. On s'adapte à la maturité de chacun de nos clients. Il est très important de valoriser l'existant. Donc, on a une première étape qui va consister à informer et sensibiliser en interne, qui permet aussi de connecter les sujets de durabilité sur l'ensemble des fonctions de l'entreprise. Et puis, on fait l'état des lieux de tout ce qui existe. Et là, on essaye de capitaliser sur cette matière pour la faire monter d'une marche et l'intégrer dans ce rapport de durabilité. Oui. Vous faites de la durabilité sans le savoir. C'est M. Jourdain. Non, mais il peut y avoir de ça, quoi. C'est extrêmement rare qu'il n'y ait pas des sujets qui soient amorcés quand même dans ces entreprises. Bien sûr. Il n'y a pas de fonction RSE souvent, mais il y a quand même quelqu'un qui se préoccupe du sujet. Et souvent, ça vient par les équipes. D'accord. Dernière question sur l'accès, parce qu'on parle de taxonomie verte aussi, là aussi, dans les gros mots de la novlangue européenne, mais c'est le fléchage finalement d'investissement vers, on va dire, des activités plus vertueuses, je mets des guillemets, parce que c'est pas forcément de la morale dont on parle. Mais il y a parfois des sources de financement qu'on ne soupçonne pas ? Oui, tout à fait. Il y a des sources que cette démarche peut permettre d'identifier ? Absolument, parce que la classification de la taxonomie verte permet vraiment d'être identifié comme ayant des activités vertes et reconnues. Et la VARAP en sait quelque chose puisqu'ils sont concernés. Et ça permet du coup d'accéder à des financements. Et dans la liste des bénéfices de notre cartographie, c'est un des sujets qui est sur la table, l'accès au financement et l'accès à des investisseurs qui sont à la recherche de ces entreprises vertueuses. C'est l'objectif numéro 1 du Pacte vert européen par la CSRD. Merci beaucoup, et c'est pour ça qu'il fallait en parler. Merci à toutes les deux d'être venues présenter ce travail commun. À bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Startup.